Donc nous allons aujourd'hui traiter d'un problème qui est la migration vers Windows 10. La migration vers Windows 10 avec tout ce que ça va impliquer côté applicatif, surtout sur comment porter vos applications qui viennent du monde 7, XP, voire pour encore certains, ou Windows 8 pour ceux qui avaient déjà fait le premier pas. Donc on va parler principalement de ces contraintes. Aujourd'hui, vos postes évoluent pour différentes raisons. La première raison, c'est principalement l'augmentation du niveau de sécurité. Vous mettez tous à jour vos parcs aujourd'hui et donc vous avez des mises à jour qui viennent se faire sur tout un ensemble d'outils qui sont fournis sur les plateformes Windows, telles que Internet Explorer, migration vers IE11 par exemple, ou celles qui sont fournies par d'autres éditeurs, les évolutions de Java, de différentes choses, de Flash, Acrobat Reader ou autres. Et puis, vous avez l'offre de Microsoft qui est apparue il y a quelque temps et qui a fini au mois de juillet, qui était le côté un petit peu gratuit de la migration vers Windows 10, ce qui a poussé un grand nombre peut-être de personnes à migrer rapidement vers Windows 10 sans véritablement analyser avant ce qui allait se passer côté application. Ça peut être aussi bien sûr tout simplement vos propres volontés d'évoluer vers Windows 10 pour mettre à jour votre parc, ou une rotation encore une fois de matériel, vous achetez de nouveaux PC qui viennent en OEM avec du Windows 10. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui on ne peut pas toujours maîtriser ces évolutions. On essaye au maximum, mais il y a des tas de mises à jour qui se font, je dirais, sans qu'on le sache véritablement. Et il nous faut pouvoir réagir à tout prix par rapport à ça. On va prendre quelques exemples, ces exemples que je vais ensuite vous démontrer véritablement avec notre solution. Le premier exemple, ça serait par exemple des applications web qu'il faut toujours continuer à utiliser. Vous savez que Windows 10 arrive avec un outil qui s'appelle Edge et fournit aussi un IE11, Internet Explorer 11 en standard sur cette plateforme. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que à la fois Microsoft et les éditeurs sont en train progressivement d'abandonner tout un ensemble d'outils qui sont nécessaires aux applications d'aujourd'hui. On voit déjà que Chrome a arrêté le support des plugins NP-API. Alors ce mot barbare NP-API classifie tout un ensemble d'API de développement sur lequel un grand nombre d'applications viennent se greffer sur les navigateurs. Je peux prendre par exemple le centre de contrôle de notre solution ZenWorks pour les clients qui auraient ZenWorks. Cette fameuse console d'administration web est basée sur les plugins NP-API. Donc tout ça peut poser à terme beaucoup de problèmes pour ces applications. Vous avez aussi bien sûr tout ce qui est plugins traditionnels tels que les plugins Java, qui sont progressivement en cours d'abandon, puisqu'aujourd'hui en HTML on est capable de faire beaucoup de choses, donc ça va faire disparaître effectivement ces fonctions. Java, Flash, il y a d'autres plugins d'Adobe par exemple. Tout ça ce sont des plugins qui vont avoir tendance à être éliminés au fur et à mesure du côté applicatif, mais toujours est-il que pour l'instant, en changeant de plateforme, il faut être capable de pouvoir supporter les applications d'aujourd'hui. Pour la partie web, c'est évident. La partie poste de travail, en fait, on commence à voir ce qui peut se passer. On l'a vu bien sûr apparaître avec Windows 8, c'est-à-dire le portage des applications de Windows XP 7 vers Windows 8 était déjà un début de problème. Vers Windows 10, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a certaines applications qui ne peuvent plus du tout s'installer sur ces postes, sur cet operating system. Et donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours upgrader les versions de nos applications, soit pour des raisons de coût, soit tout simplement parce que l'éditeur lui-même n'a pas porté l'application, ou l'application vient du monde XP, ça fait longtemps qu'elle n'est plus supportée par votre éditeur, malgré tout vous en avez impérativement besoin. Donc on va regarder un petit peu ces différents éléments. Pour ce faire, je vais vous faire une première démonstration. Pardon. J'ai ici une plateforme Windows 10 avec tout un ensemble de choses. Donc c'est un Windows 10 tout à fait standard, professionnel, sur lequel j'ai les fameuses contraintes qui vous ont été montrées. La première chose que je peux déjà vous montrer, c'est le fait de pouvoir faire tourner sur ces plateformes autre chose que l'IE11 standard. Vous savez que il y a Edge et IE11 qui sont fournis en standard.
Bien sûr, le problème, c'est effectivement d'être capable de faire tourner d'autres choses. Alors, je vais vous montrer par exemple ici un Internet Explorer version 6 qui tourne sur Windows 10, ce qui à la base, vous le savez, n'est absolument pas prévu. Je peux en même temps, bien sûr, ouvrir un IE8. Voilà, donc tout en même temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte avec la containerisation de l'application pour pouvoir faire tourner différentes applications ensemble. Et finalement, ça ne m'empêche pas non plus d'utiliser le navigateur local. Donc l'avantage de la containerisation de l'application, c'est que vous êtes capable de faire tourner différentes applications, chacune dans son propre environnement, tout en ayant éventuellement la possibilité de faire que ces environnements puissent se voir, se parler, quand il y a besoin d'échanger certaines informations. C'est valable pour les navigateurs comme IE, ce qui déjà n'est pas normalement réalisable, hein, mais c'est aussi la même chose pour tout un ensemble d'autres choses. Certains clients vont utiliser des versions de Firefox ou de Chrome ou d'Opera, enfin tout un ensemble de navigateurs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que je peux cette fois-ci faire tourner tout un ensemble de navigateurs de versions différentes en même temps. Donc là, je vais ouvrir 5 Firefox en même temps d'une seule manipulation hein, pour aller plus vite. Et vous allez voir qu'effectivement, chacun se lance. J'ai donc tout un ensemble de Firefox de versions différentes. Ici, j'ai une version 37, comme vous voyez. Ici, j'ai une version 30. Ici, une version, s'il veut bien me le montrer, version 15, etc., etc. Donc la force de la containerisation, c'est véritablement à la fois d'être indépendant du système d'exploitation. Il faut que ça reste un système d'exploitation Windows, bien sûr, mais ça veut dire que mon application a la possibilité de s'exécuter sur différentes plateformes. La même application, le même programme, le même exe, le même binaire, va pouvoir tourner sur un Windows XP, un Windows 7, un Vista, un Windows 8 et Windows 10 sans aucun problème. Ce qui vous garantit la possibilité de migrer votre parc progressivement, parce que tout le monde ne va pas faire un on-off et passer d'un Windows 7 par exemple à Windows 10. Et donc ce problème applicatif va permettre cette solution de containerisation va vous permettre de résoudre éventuellement tous les problèmes d'installation et de support. Et ça vous permet bien sûr de faire tourner chaque environnement avec ses propres prérequis. Alors je vais vous faire une démonstration de prérequis. Pour la partie prérequis, je vais rester sur quelque chose qui est relativement standard, qui est IE8 par exemple. J'ai besoin d'un IE8 qui puisse tourner sur cette plateforme, dans mon exemple, avec une version de Java 1.6. Il me suffit donc tout simplement d'exécuter l'IE8. Et là, si je regarde la version de Java qui est effectivement chargée, voilà, je me retrouve ici avec un Java 1.6.0.45 qui tourne directement. Ce n'est pas ancré et directement dans mon exécutable ici dans mon exemple, c'est-à-dire qu'en fait, mon exe va charger de façon dynamique différents composants, ce qui va me permettre énormément de souplesse en termes de distribution du même programme, mais qui serait susceptible d'utiliser des composants différents. Dans mon exemple, si je remplace l'extension sur mon Java 1.6 et je positionne l'extension sur mon Java 1.7. Si maintenant je relance mon exécutable, mon IE8, ce que l'on peut voir, c'est qu'effectivement, voilà, vous pouvez voir que c'est le Java 1.7 qui va apparaître. On reconnaît Samir maintenant qui contrôle l'ensemble des sites qui sont exécutés. Voilà, donc c'est quelque chose d'extrêmement dynamique. C'est un point aussi qui est relativement important par rapport à la containerisation, c'est d'être capable d'être souple et de casser ces habitudes qui font que chaque fois que vous allez vouloir installer une mise à jour ou un nouveau composant, de vous poser la question qui est de dire oui, mais si je touche à ce composant, est-ce que par hasard je ne vais pas causer des problèmes, des dysfonctionnements sur mes autres applications qui utilisent le même composant. Typiquement, Java est vraiment le meilleur exemple, même s'il en existe d'autres. On a la même chose avec du .NET. J'ai eu le cas en clientèle avec des clients Oracle. Il y a tout un ensemble de choses qui peuvent effectivement varier complètement. Autre point que je souhaitais vous montrer, donc c'était la possibilité en termes de démonstration, toujours en termes de composants, c'était la possibilité de pouvoir
par exemple, utiliser aussi un IE11. Alors vous allez me dire pourquoi utiliser un IE11 virtuel alors que j'ai un IE11 local installé sur mon poste. Ben, l'une des choses qui est importante, ce serait de pouvoir le faire intervenir effectivement, d'ajouter à l'IE11 des composants qui vont varier en fonction de l'application. Donc, dans mon exemple ici, par exemple, j'aurai un IE11 qui va me permettre de pouvoir ouvrir un PDF, c'est-à-dire qu'il va venir avec son plugin, là où mon IE11, normalement, je vérifie, mais ne devrait pas être capable d'ouvrir un PDF. Voilà, je ne suis pas capable du tout. Je peux venir avec un IE11, en espérant qu'il n'y ait pas d'effet démo, un IE11 qui, lui, bien sûr, va m'ouvrir, voilà, mon PDF, tout simplement. Donc, pourquoi avoir virtuellement une application qui est en fait une application qui s'installe de base sur ton système d'exploitation? Comme je viens de le démontrer, c'est pour vous la possibilité de pouvoir livrer tout un ensemble de composants différents associés à ce que vous souhaitez faire sur ce poste à un instant donné. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ces composants peuvent être complètement... on peut charger plusieurs versions du même composant. J'ai donc la possibilité, par exemple, de lancer, comme je vous le disais tout à l'heure, un IE8 avec un Java 1.6. Donc je vais revenir dessus. Non, ça c'est la démonstration Flash Player, excusez-moi. Voilà, je vais revenir, bon, je vais prendre... Voilà, je viens de lancer mon IE8 avec une version de Java qui est la version de Java, donc 1.645 qui va être chargée. En même temps, j'aurai la possibilité de pouvoir charger par exemple un IE6 avec MS Java. Alors, MS Java, pour ceux qui ont connu, c'est la version Java de Microsoft d'il y a quelques années, lorsque Microsoft avait sorti sa propre version. Voilà, et donc je peux bien sûr jouer sur ces conteneurs pour être capable de livrer et d'exécuter au même moment des composants différents pour une application. La deuxième chose que je voulais vous montrer, bien sûr, c'est les problèmes de compatibilité. Alors, je vais m'inventer un problème de compatibilité. Je vais prendre par exemple ici mon IE11 et je vais attaquer un site web qui est le mien. Et vous allez voir qu'il y a des choses assez curieuses qui se passent au niveau de la représentation et que les icônes se retrouvent un petit peu n'importe quoi. C'est tout à fait le genre de choses très simples et pourtant c'est une page HTML relativement simple qui est développée sur ce site web derrière. C'est des choses que vous pouvez effectivement avoir et qui vont perturber sérieusement vos utilisateurs. L'avantage, c'est de se dire que vous avez toujours la possibilité de pouvoir lancer une ancienne version de votre navigateur. Hop, pardon. Et se retrouver cette fois-ci avec une représentation tout à fait cohérente de la page. Donc c'est la rapidité d'action qui va vous permettre de faire ce genre de prendre cette décision avec la containerisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous apercevoir que vous avez ce problème sur un site et il vous sera facile normalement d'analyser le pourquoi. Est-ce que c'est lié à un composant qui a évolué? Est-ce que c'est lié à l'outil principal qui a évolué? Et vous sera possible très rapidement de livrer le correctif sous forme d'une application containerisée qui sera pourquoi pas dédiée à ce site web. L'autre point que je voulais vous montrer, c'est la partie, je dirais, classique, l'application non pas web, mais une application qui est tout à fait, entre guillemets, classique en poste de travail que vous installez normalement. Donc je vais vous montrer ici un exemple. En MP4, ça évite les temps d'installation, hein, d'accord? Donc vous avez ici un Windows 10 sur lequel j'essaye d'installer un outil qui s'appelle rename.exe. Cet outil vient d'un environnement ancien. Et là, ce que vous allez voir, c'est qu'effectivement, on va avoir un magistral message d'erreur, et c'est ce qui, quelquefois, vous permet de dire, zut, nous avons migré au Windows 10 beaucoup trop vite. Vous voyez, typiquement un message, hein, un problème de DLL qui ne peut pas s'enregistrer ou ce genre de choses sur le système d'exploitation. Donc la solution dans ces cas-là, c'est de revenir à l'origine même de l'exécutable. Dans mon cas, il s'agit d'une application qui tournait sur Windows XP. Je vais donc prendre un Windows XP, sur lequel j'ai installé mon studio.
on est bien sur un XP. Donc ici, vous avez l'environnement studio graphique de la solution MicroFocus Desktop Container qui va permettre de capturer et de fabriquer le container virtuel. Et vous avez ici l'exécutable à installer classiquement sur un XP. Donc en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on installe l'application. Donc l'avantage de faire encore une fois une vidéo, c'est que je n'ai pas les temps d'installation, ça va aller très vite. Voilà, l'application est installée. En général, ce que l'on fait, c'est qu'on l'exécute au moins une fois sur certaines applications. Vous savez, vous avez les écrans de licence à valider. Tant qu'à livrer une application, autant la livrer complètement finie, c'est-à-dire sans contrainte. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va capturer ce qu'on vient de faire. Donc j'exécute un capture indiff et je vais stocker quelque part ce que je viens de réaliser. Voilà, Rename Tool. Vous voyez, quand je suis en train de lire le registre, je vais lire aussi les fichiers locaux. En fait, je scanne complètement tout ce qui a pu changer sur le poste et je le capture. C'est relativement simple. À partir du moment où j'ai capturé, je n'ai plus ici qu'à faire le build qui va me permettre de construire mon application, mon container virtuel. Alors, le studio me permettrait de modifier, d'interagir sur ce que je viens de capturer pour modifier certaines choses ou autres. Ici, dans mon cas de démonstration, je vais au plus simple. Je veux capturer uniquement l'application installée sans chercher à rajouter d'autres sécurités ou d'autres paramètres. Voilà, donc je nomme mon application en sortie. Là, vous allez voir l'exécutable, effectivement, rename-vx.exe que je viens de générer à l'instant, que je vais donc tout simplement recopier sur ma plateforme de destination, qui se trouve être ma plateforme Windows 10. Vous voyez que le rename est là, je n'ai plus maintenant qu'à l'exécuter et l'application va se lancer. Voilà, donc ce que l'on vient de voir à l'instant, c'est véritablement la possibilité très rapidement de réagir sur une découverte d'une application que vous aviez, que vous pensiez pouvoir faire tourner sur votre Windows 10 ou l'installer, et vous vous retrouvez nez à nez avec le problème, et pourtant vos utilisateurs sont derrière et vont attendre l'application. Donc là, c'est relativement simple, nous sommes allés simplement jusqu'à poser le binaire sur le poste. Maintenant, beaucoup d'applications ne se posent pas tout simplement en mettant un binaire. Ce que l'on fait en règle générale, vous le savez, c'est qu'on va fabriquer un fichier .msi pour cette application et ce fichier .msi, on va l'installer classiquement sur un poste. Donc je vous propose de regarder ce qui va se passer. Donc je reprends exactement la même application. Donc je suis reparti, excusez-moi, de mon application Rename que je venais de capturer, et je vais dans mon studio sur une fonction qui va me permettre de pouvoir fabriquer ici le MSI. Donc tout se fait très simplement depuis le studio. Donc je renseigne les différents éléments, le nom de mon fichier MSI en sortie bien sûr, puisqu'il faut bien lui donner un nom. Ensuite je vais fournir tous les éléments qui sont les éléments qui vont apparaître dans l'ajout et la suppression de programme dans le panneau de configuration de votre poste, ce qui va vous permettre de pouvoir ensuite utiliser vos outils d'inventaire pour savoir que vous avez une application éventuellement qui a été posée. C'est pour ça que je remets toujours, vous voyez ici un VX devant, ça va me permettre avec mon outil d'inventaire de savoir que j'ai une version de l'outil, mais que cette version est une version containerisée et non pas une version classique installée. Ensuite, je construis mon MSI. Vous voyez que ça va très vite quand on est sur un flash. Et maintenant, je n'ai plus tout simplement qu'à poser le MSI et à le pousser sur mon poste. Alors, je le fais ça à la main, mais vous pourriez utiliser bien sûr MicroFocus ZenWorks pour le faire ou n'importe quel outil de télédistribution et d'installation d'applications pour pouvoir mettre à jour vos postes. Voilà, donc je suis sur mon Windows 10 et le MSI s'installe tout à fait proprement. Vous voyez que mon icône sur le bureau est apparue ici et que je peux donc lancer mon application. Tout est extrêmement standard, correct et ça va très très vite pour réagir avec ça. Le panneau de configuration, bien sûr, comme je vous le disais, on voit apparaître l'outil
ici, qu'il est tout à fait possible ensuite de désinstaller classiquement. Voilà pour la partie première démonstration, hein, où là on vous a montré comment résoudre les problématiques d'application rapidement. D'autres choses qu'on peut avoir, c'est effectivement des applications qui rentrent en conflit, c'est-à-dire je voudrais utiliser une application qui malheureusement va venir avec certaines versions de DLL. Alors DLL, encore une fois, soit lié aux composants, soit pourquoi pas lié directement à Windows. C'est-à-dire que l'application peut très bien venir, quand elle est containerisée, avec des DLL Microsoft ou Windows, qui vont lui permettre la fameuse compatibilité ascendante, ou dans d'autres cas, qui vont permettre de jouer avec une DLL qui normalement était mise à jour pour une application par une autre version de la même application. Là aussi, je suis intervenu souvent en clientèle pour ce genre de choses. L'un des exemples que je vais vous prendre dans cette partie-là, c'est une application qui nécessite en fait une version d'Excel 2003, plus exactement une macro, puisque c'est en règle générale ce qu'on va utiliser, alors qu'il a fallu pour des raisons de, tout simplement de performance, de sécurité ou une évolution tout à fait logique, upgrader notre plateforme vers une autre suite bureautique. Pardon. Excusez-moi, voilà. Donc là, je suis toujours sur la même plateforme Windows 10, sur lequel, en fait, je me retrouve avec deux catégories de fichiers. Un fichier XLSX, que vous reconnaissez, qui est lié en fait aux démonstrations, aux versions de Microsoft Office à partir d'Office 2007, si je me rappelle bien. Et nous avons du XLS, qui est beaucoup plus ancien. Et sur les deux, effectivement, mon problème, c'est le problématique de macro. Donc, ce que je vais vous montrer, je ne vais pas exécuter une macro. Ce que je vais vous montrer, c'est que de base sur Windows 10, effectivement, je n'ai aucun outil pour ouvrir mes fichiers. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer une version de Microsoft Office 2010 virtualisée, containerisée, qui par défaut, bien sûr, va prendre l'ensemble des extensions. Le fait de passer par un MSI va me permettre aussi de pouvoir faire ces fameuses associations d'extensions, c'est-à-dire être capable de dire à mon poste, chaque fois que tu cliques sur un fichier XLSX, tu vas m'exécuter telle et telle application, même si cette application est en fait une application virtuelle. Dans mon exemple, mon application s'est installée dans la partie c2.i/programme, dans un dossier qui s'appelle appli virtuelle et Microsoft Office, et en fait cette application c'est uniquement ça. La différence par rapport à une application non containerisée, c'est que vous auriez installé des DLL partout, des éléments de registre partout, des fichiers partout aussi, ce qui, on va dire, pollue un peu le poste, et vous savez tous que même quand on les installe, en général, on laisse traîner beaucoup de choses sur ce poste. L'avantage d'une application virtuelle, c'est un fichier, vous allez le voir quand je nettoierai cette application, vous verrez que tout va disparaître proprement. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé Microsoft Office 2010. Si je l'exécute, il se lance tout à fait normalement sur mon fichier XLSX. Voilà. Et si j'ouvre le fichier XLS, on est bien d'accord, c'est toujours l'Excel 2010 qui s'ouvre sans aucun souci. Maintenant, ce que je fais, c'est que je suis parti d'Excel 2003, mais Excel 2003, je vous disais qu'avec le studio, on pouvait personnaliser la partie, je dirais, de l'application virtuelle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai associé Excel 2003 uniquement aux extensions XLS. Donc ça veut dire que chaque fois que je vais double-cliquer sur un fichier XLS, je vais avoir la possibilité d'ouvrir Excel 2003. Donc là, Excel 2003 s'est installé aussi. Si je lance mon XLSX, c'est Excel 2010 qui s'ouvre. En même temps, bien sûr, je peux ouvrir un fichier XLS et c'est Excel 2003 qui s'ouvre. Donc je peux faire tourner deux versions d'applications qui, en toute logique, ne sont absolument pas compatibles sur le même poste. Vous voyez que ces applications se sont installées, je les retrouve directement dans le panneau de configuration, et comme je vous disais tout à l'heure, désinstaller une application, c'est quelque chose de très propre,
C'est quelque chose qui va simplement se contenter de retirer les paramètres du registre virtuel et les paramètres et les fichiers physiquement posés. Et voilà, donc je viens de les installer très proprement. Il n'y a plus aucune trace, il n'y a pas d'historique, aucune empreinte qui reste sur cette partie-là. Un autre point concerne principalement cette fois-ci l'accès à l'application. Je vous ai montré qu'on pouvait poser un exe, qu'on pouvait poser un MSI, mais nous avons aussi beaucoup de clients qui souhaitent mettre en place les mécanismes d'application à la demande, c'est-à-dire qu'en fait on va simplement se contenter de proposer à un utilisateur la liste des applications qui lui sont utiles, et c'est lui qui va cliquer, choisir d'exécuter l'application. Pour ce faire, il y a différentes fonctions, mais celle dont je vais vous parler est principalement basée sur des fonctions sur des navigateurs, ce qui va vous permettre d'ouvrir le fonctionnement à la fois sur le LAN, à travers des accès navigateurs, à la fois via Internet, et surtout, encore une fois, comme la containerisation vous permet de faire tourner l'application sur n'importe quel poste Windows sans tenir compte de l'existant, ça permettrait aussi de pouvoir faire ce qu'on appelle le BIOD, Bring Your Own Device, c'est-à-dire laisser l'utilisateur depuis, encore une fois, l'extérieur ou l'intérieur, utiliser son propre outil pour pouvoir faire, comment dirais-je, pour pouvoir accéder et exécuter l'application. Encore une fois, je vais vous faire une présentation. Je vais toujours partir de l'application qui a été capturée préalablement, vous savez, l'outil de renommage sur lequel on a fait le MSI, et je vais vous montrer comment on va pouvoir publier cette application via un mécanisme complètement web. Voilà, ici je vous montre notre serveur web qui est fourni avec la solution, bien sûr, qui va vous permettre de pouvoir publier vos applications directement en streaming pour vos utilisateurs. Bien sûr, ce serveur web, ce service web s'appuie sur tout ce qui est standard classique, c'est-à-dire votre annuaire d'entreprise, Active Directory ou Microfocus eDirectory, mais sur n'importe quel annuaire LDAP, si vous voulez. Vous pouvez aussi créer des comptes de façon complètement dynamique, et vous allez pouvoir ensuite, en fonction de ces comptes, dire qui peut exécuter quelle application. Donc là, ce que l'on peut voir, c'est que je n'ai effectivement pas mon application nulle part, dans la partie outils principalement. Donc mon but pour moi, c'est de rajouter cet outil dans cette partie-là de mon service web. Voilà, donc je suis sur mon studio et j'utilise la fonction publish. Donc à partir de ce studio, vous avez vu que tout à l'heure j'ai créé un exe que j'ai pu livrer, j'ai créé le fichier MSI que j'ai pu installer sur le compte, et maintenant je suis toujours à partir de ce studio capable de pouvoir publier sur un serveur web. Donc là je vais simplement m'authentifier sur mon serveur web. Voilà. La publication se fait véritablement simplement. Je me connecte, je nomme mon outil, mon application, et l'application est publiée. Donc je vais vous montrer un petit peu plus de technique, sans tomber bien sûr dans le côté barbare de la technique. Je vais simplement vous présenter ce qui apparaît sur le serveur web. Donc j'ai un serveur web que j'ai posé, un service web qui est fourni avec l'application, avec Microfocus Desktop Container, excusez-moi. Voilà, l'application The Rename est là. Il y a tout un ensemble de choses possibles qui vont me permettre, entre autres, de pouvoir gérer l'accès à l'application en termes de licence, en termes de plage horaire, en termes de lancement simultané depuis différents postes ou autres, tous des mécanismes de contrainte en fonction du nombre de licences que vous avez achetées. Et j'ai surtout la possibilité de pouvoir classifier mon application. Donc l'application va faire partie, en termes de ma partie présentation, de ce que j'appelle les outils. Voilà, j'active mon application. Maintenant, il me reste à la publier. Le fait de la publier va me permettre de faire que cette application sera accessible à mes utilisateurs.
Voilà. Maintenant, tout est fait. Mes utilisateurs, en fonction bien sûr de leur droit d'accès, vont pouvoir cette fois-ci, donc là je retourne sur ma plateforme Windows 10, je me connecte à mon serveur d'application. Voilà, je me log. Et je vais pouvoir visualiser l'ensemble de mes applications et accéder à l'ensemble de mes outils. Vous voyez qu'en bas, vous avez The Rename qui est apparu. Maintenant, je vais pouvoir simplement exécuter. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, toute personne ayant accès à ce site web et ayant les droits, bien sûr, d'exécuter cette application, va pouvoir utiliser cette application en streaming depuis n'importe quel poste. Voilà, c'est relativement simple en termes de fonctions. Vous avez vu que je suis toujours parti de mon studio dans tous les cas, afin de pouvoir faire le travail de fabrication de l'exécutable, du MSI et la publication à destination de mon serveur web. Il existe un autre module, parce que vous avez vu que nous sommes passés par un navigateur pour accéder au service web. Certains n'apprécient pas forcément cette fonctionnalité ou cette contrainte de passer par un navigateur. Donc il existe un plugin que l'on peut poser sur notre poste et qui nous permet de pouvoir visualiser ici l'ensemble des applications que j'ai l'habitude d'exécuter, de pouvoir naviguer. En fait, ça remplace le navigateur et ça me permet de pouvoir passer directement dans l'ensemble des containers. Donc l'application The Rename ici existe, j'ai cliqué dessus, elle s'exécute tout simplement sans passer par mon navigateur web. Donc c'est une deuxième façon. Cette façon me permet aussi éventuellement d'aller un petit peu plus loin dans les fonctionnalités, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de pouvoir, ce qu'on appelle installer l'application. Installer l'application va me permettre de pouvoir travailler, exécuter cette application, même en mode déconnecté. Imaginez que je sois dans l'avion tout simplement et que j'ai besoin d'exécuter l'application The Rename, je n'aurai pas forcément une connexion sur mon serveur, on est bien d'accord. Donc le simple fait de laisser l'utilisateur l'installer, on peut aussi bien sûr le faire de façon automatique, va permettre d'installer l'application. Vous voyez qu'elle est apparue, et va me permettre de pouvoir directement l'avoir dans mon menu, ou tel que le MSI l'installe classiquement. Dans mon exemple, il a mis une icône sur le bureau. Et bien sûr, si je l'enlève, l'application disparaît. Voilà, nous avons vu une autre fonction, toute la partie mécanisme de télédistribution, ou d'accès à l'application avec l'application à la demande. Pour revenir sur notre offre, la solution Microfocus Desktop Container aujourd'hui existe en deux versions. Une version professionnelle, tout ce que je vous ai montré là fait partie de la version professionnelle, donc toute la partie streaming, la partie studio, etc. Et il existe une autre fonction nouvelle qui s'appelle Turbo for Microfocus Desktop Container. La version que je viens de vous présenter vous permet effectivement de bénéficier, comme je vous le disais, du studio, du site web, du plugin, enfin de tout l'environnement principal de conception et d'utilisation de la containerisation. À travers Turbo pour Desktop Container, vous avez la possibilité d'effectuer certaines choses, entre autres de gagner du temps sur le packaging des applications, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accéder à un ensemble de packages que nous avons déjà réalisés. Ces packages sont à disposition sur un site web externe, et vous allez pouvoir vous connecter et récupérer, soit pour exécuter directement, soit pourquoi pas, pour récupérer le projet, le contenu de ce studio, afin de pouvoir le personnaliser et le mettre à disposition de vos utilisateurs dans votre entreprise. Cette option permet aussi d'améliorer tout ce qui est sécurité, entre autres de faire tout ce qui est filtre IP, blocage IP. Ça vous garantit que votre application, votre navigateur, dans mon cas par exemple, pourrait être dédié à une seule URL. Imaginez que pour des raisons de sécurité, on considère que c'est un IE11 qu'il faut impérativement avec une version de Java 1.8, et vous devez fournir à tout prix un IE8 avec une version de Java 1.6 à un utilisateur. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il ne faut surtout pas que l'utilisateur puisse faire autre chose que d'accéder à l'application interne avec cette IE8, et il faudra donc l'empêcher de pouvoir faire autre chose. Donc tout ce qui est filtre et blocage IP vient avec cette fonction et vous permettra bien sûr de pouvoir garantir tous ces éléments de sécurité. Et ça
cette rapidité d'intervention, si je puis dire, de containerisation ou d'accès à l'application, va tout à fait avec une stratégie DevOps. Cette stratégie DevOps, c'est de mettre en place un lien entre ceux qui développent et ceux qui finalement livrent l'application aux utilisateurs. Il faut réagir très vite aujourd'hui, il faut être très 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 rapide pour des contraintes purement de business ou autre. Et donc, ce qui est important, c'est de s'apercevoir, c'est de voir qu'avec la containerisation, on va très très vite packager une application que l'on va pouvoir distribuer très vite. Et on va réagir très très vite à travers les modifications, puisqu'encore une fois, une application se livre de façon transparente sur un poste et va pouvoir s'exécuter dans n'importe quel environnement. Petite démonstration sur cette partie-là aussi. Voilà, ici je suis sur un poste Windows 7 dans mon exemple, et j'accède donc à cet environnement turbo qui va me permettre d'effectuer différentes opérations. Donc je ne vais pas vous faire un training sur toutes les tâches, on va aller relativement rapidement. Ce que je vais vous montrer, c'est comment prendre une application qui n'est pas déjà sur mon poste, comment je vais pouvoir l'amener sur mon studio afin de pouvoir retravailler avec. Donc j'ai bien sûr la possibilité de voir ce qu'il existe déjà sur mon poste. J'ai Audacity, des choses comme ça, donc j'ai la possibilité d'exécuter directement ces applications. Alors l'application, je ne l'ai pas packagée, on est bien d'accord, je suis allé la chercher à l'extérieur sur mon site web. Et là, je lance cet outil audio, Audacity, directement, sans avoir fait quoi que ce soit, je ne l'ai pas packagé et ça tourne sans aucun problème. Maintenant, ce qui m'est possible, bien sûr, c'est de dire j'aimerais personnaliser Audacity, j'aimerais pouvoir, je vais prendre plutôt, excusez-moi, FileZilla, une autre application que je vais d'abord aller chercher sur le web. Voilà, donc le download s'exécute. Malgré que ce soit fait un flash, j'ai laissé quelques temps de latence afin de vous montrer qu'on est bien sur un download internet. Et qu'à partir de là, FileZilla s'exécute directement. Et l'avantage, c'est que certaines informations ont été ramenées localement qui vont me permettre, pourquoi pas, de capturer le projet de cette application et de l'amener dans mon studio. Dans mon studio, j'ai quelque chose qui s'appelle import configuration et il y a une option, lorsque j'ai souscrit à la partie Turbo for Micro Focus Desktop Container, une partie qui s'appelle Local Repository qui correspond en fait aux applications que je suis allé chercher sur le site. Là, je vois apparaître tout ce que j'ai comme container et je vois apparaître le FileZilla que je viens juste d'exécuter. Je vais donc dire que je souhaite récupérer dans mon studio l'application FileZilla. Voilà, l'application est arrivée dans mon studio. Je n'ai plus qu'à effectuer 2 modifications pour pouvoir construire directement un exécutable. Donc là, je suis sur une plateforme Windows 7, j'ai récupéré FileZilla. Je le construis comme tout à l'heure. Et maintenant, très simplement, il me suffit de le prendre et de le recopier sur la plateforme de destination qui se trouvait être, on est bien d'accord, Windows 10. Donc je recopie mon exécutable sur mon poste Windows 10 et j'exécute FileZilla. Voilà. Donc là, vous avez assisté en fait à quelque chose qui m'a permis d'accélérer le temps de mise en place de FileZilla sur mes postes utilisateurs. Je n'ai pas eu à me l'installer, à le capturer, etc. J'ai été très vite à l'information. Je l'ai récupéré de notre serveur à l'extérieur et j'ai bénéficié d'un projet qui a été fait par des spécialistes. Voilà. Pour conclure sur cette partie containerisation d'une application, ce qui est important à bien retenir, c'est que l'application devient complètement indépendante de la version de l'autre Windows. Encore une fois, que vous ayez un XP, un 7, un 8 ou un 10, que vous ayez une version de Java X ou Y ou quoi que ce soit posé dessus, l'avantage d'une application containerisée, c'est qu'elle va tourner sur cet ensemble de plateformes sans causer de soucis.
Le fait de la poser et faire qu'elle ne subisse pas de problème est une chose, mais encore une fois, derrière, vous aurez vos processus de mise à jour qui vont continuer à tourner, vous aurez de nouveaux service packs, de nouveaux correctifs, etc., etc. Et l'avantage de la containerisation, c'est que, quels que soient les service packs ou les correctifs que vous allez recevoir, en aucun cas, ça ne touchera à l'application, puisqu'elle transporte à la fois elle-même, ses propres fichiers, son registre virtuel, mais aussi l'ensemble de ses composants. L'autre avantage, bien sûr, c'est la facilité de distribution de l'application. L'application égale un seul fichier exécutable ou un fichier MSI que l'on va poser et vous allez pouvoir ensuite la délivrer, comme on l'a vu, directement à travers le fichier binaire ou le fichier MSI ou à travers le mécanisme web en streaming. Les bénéfices globalement de Micro Focus Desktop Container, c'est qu'en termes d'administration, ça y est, vous allez pouvoir arrêter de vous poser les fameuses questions qui sont de dire chaque fois que je vais mettre à jour un poste, est-ce que je ne vais pas casser une application? Ou chaque fois que je vais mettre à jour une application, est-ce que je ne vais pas en casser une autre parce que je vais devoir mettre à jour un composant et que ce composant a été partagé par tout un ensemble d'applications. Donc ça, c'est un point important. Tranquillité d'esprit pour les administrateurs, vous allez pouvoir déployer, mettre à jour vos postes, à la fois en termes d'operating system ou à la fois en termes de patch ou de sécurité ou d'application. Vous allez pouvoir distribuer facilement ces applications et surtout être capable de pouvoir réagir vite en termes de j'installe une application, ça va très vite, hein, c'est un fichier à poser, je la désinstalle, ça va aussi très très vite, on n'en laisse pas partout, on ne pollue pas les postes, ce qui va sérieusement améliorer votre support à mon avis. Pour l'utilisateur final, le fait de pouvoir accéder rapidement à une application, éventuellement une application à la demande, va lui permettre de pouvoir réagir vite, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément l'habitude d'utiliser AutoCAD par exemple, et puis un beau jour il a un projet à faire qui nécessite l'AutoCAD pour lui pendant quelques jours, il va sur votre portail, il clique, il l'utilise, il ferme l'application n'a pas été installée sur son poste, et vous maîtrisez vos licences et l'utilisateur a pu effectuer ses tâches. Bien sûr, réduire les coûts en simplifiant les tests et les temps de déploiement. Vous avez vu qu'effectivement, à partir du moment où je n'ai pas à tester la compatibilité d'une application sur l'ensemble de mon parc, avec tous les cas possibles de ce qu'il peut y avoir sur un poste ou autre, le fait de la pousser et de fait qu'elle fonctionne, c'est relativement plus simple et va vous faire gagner beaucoup de temps en termes de déploiement d'applications. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent.